Bienvenue à nouveau. J'espère que vous allez tous bien. Je voulais vous transmettre quelque chose que quelqu'un m'a partagé il y a un moment et je n'ai pas eu l'occasion de le partager. Mais c'est extrêmement intéressant. C'est l'une de ces choses qu'il faut absolument partager. Et les gens à qui j'en ai parlé n'en avaient jamais entendu parler. Donc je me suis dit que peut-être vous non plus. Et c'est génial que nous partagions des informations que nous découvrons pour briser un peu le mystère de ce qui se passe au-delà de ce que nous sommes autorisés à explorer. Et cette histoire est l'une de celles qui vous épatera, car elle révèle en quelque sorte ce que nous supposions déjà qui se passait là-bas. Mais la personne qui m'a partagé cela a été très gentille et a dit « Hey, c'est vraiment cool, as-tu entendu parler de ça ?» Et je n'en avais jamais entendu parler, jusqu'à ce qu'il le partage. Cette chaîne ici, oui, 0 en 23. Et ils ont dit « J'ai trouvé ça sur Facebook et je pense que ça vaut la peine de le partager avec vous tous. J'ai gardé la mise en page originale du post intact pour préserver son originalité. » Donc ils l'ont découpé. Vous verrez de quoi je parle ou de quoi il parle ici dans un instant. Et l'histoire à laquelle je vais faire défiler commence juste ici. Et cette personne a contacté l'une de ses pages Facebook de vérité. Il y en a beaucoup où il parlait du firmament. Ils avaient un passé militaire, mais je pense que j'ai vu les choses dont vous parlez ici. Je ne savais juste pas ce que c'était à l'époque. Cette personne était dans l'armée de 1997 à 2000 et elle a dit « J'ai été envoyé à la station McMurdo en Antarctique. J'étais mécanicien d'hélicoptère et chef d'équipage et ils avaient des tournées de volontariat ouvertes pour que les gars aillent là-bas et travaillent sur les hélicoptères là-bas. Quand ils ont demandé des volontaires, désolé, il y a quelques fautes de frappe ici. Je vais essayer de lire et de dire ce que je crois qu'ils essayaient de dire. Mais il est dit que quand ils ont demandé des volontaires, beaucoup d'entre nous ont postulé, mais seul moi et un autre gars avons été acceptés. Le processus de candidature comportait un tas de questionnaires que nous devions remplir et nous devions passer un tas d'entretiens en tête-à-tête. C'était surtout juste un tas de questions sur nos intérêts et nos croyances. Étrange qu'ils demandent leurs croyances. J'ai été envoyé à la station de recherche McMurdo en août 1998, quand nous n'étions pas occupés à dégivrer les avions et à travailler dessus. Nous avions le temps de traîner avec les scientifiques à la station de recherche. L'unité militaire attachée à McMurdo était petite et nous n'avions pas nos propres installations séparées. Nous n'avions pas de PX ou de centre média. Il n'y avait pas de chapelle ou de chapelain et nous n'avions pas notre propre salle de courrier séparée. Nous devions juste partager les mêmes installations avec les scientifiques et les chercheurs. Donc, au fil du temps, je suis devenu ami avec quelques-uns d'entre eux. Ils travaillaient et étudiaient 2 types de glace différents. C'est là que ça devient intéressant. Un type de glace était le type normal que nous avons tous vu. Ils en prenaient en des carottes dans des trous de forage dans le sol, tout comme la glace normale. Elle était principalement claire et parfois blanche. Elle fondait en eau liquide si elle devenait chaude. Toute la région de l'Antarctique est couverte de ce type de glace. Mais ce n'était pas leur type principal de glace. La seule fois où je les ai vus étudier réellement la glace normale, c'était quand une équipe de tournage de National Geographic est passée. Le reste du temps, qui était la plupart du temps, les scientifiques étudiaient quelque chose qu'ils appelaient la glace du ciel. Ce truc était totalement différent. Nous n'étions jamais autorisés à entrer dans les zones de laboratoire de la station parce que les laboratoires devaient être maintenus super propres. Et ils disaient que cela perturberait leur travail s'ils prenaient le risque de laisser trop de gens entrer dans le laboratoire. Mais une fois, un des chercheurs avec qui j'étais ami m'a montré un morceau de glace du ciel. Vous ne pouviez pas toucher ce truc à main nue parce qu'il était si froid et il n'était pas clair ou blanc comme la glace normale. Il était d'un bleu solide. Il a dit que c'est pourquoi il l'appelle la glace du ciel, parce qu'elle était exactement de la même couleur que le ciel. Nous devions porter nos gants épais et lourds pour aller dehors pour le manipuler. Le truc était si froid qu'il gèlerait instantanément votre peau si vous le touchiez. Alors, je ne me souviens pas de la température qu'il a dit qu'elle était, mais c'était quelque chose comme des centaines de degrés en dessous de zéro. Bien plus froid que la glace normale qui était dehors. Il devait le transporter dans une bouteille en métal qui ressemblait à un thermos. Il m'a laissé jouer avec un morceau pendant un moment. Il semblait plus léger qu'un morceau de glace normale de la même taille. Comme s'il n'était pas très lourd du tout. On avait presque l'impression que vous pouviez le lancer en l'air et qu'il flotterait simplement en redescendant. Mais je n'ai pas essayé ça. Et il était aussi un peu flexible quand j'ai essayé de le plier. Ne s'est pas cassé comme la glace normale le ferait. Et même pour un petit morceau que vous pouviez voir à travers, était d'un bleu solide dès la surface. Et voici la partie vraiment étrange. Il ne fondait pas en eau quand il devenait chaud parce que nous l'avions à l'intérieur.
Il a juste commencé à rétrécir. Il devenait de plus en plus petit, mais mon gant n'a jamais été mouillé et il n'y avait pas d'eau sur le sol. Le truc se transformait simplement en air mince quand il devenait chaud et se vaporisait. Il a dit que c'était la raison pour laquelle il devait étudier ce truc directement en Antarctique. Vous ne pouviez pas ramener la glace du ciel en Amérique pour l'étudier parce qu'il était presque impossible de la garder assez froide pendant le transport.